Un corps calciné au milieu des rochers, aucun nom, aucune identité. Le 29 novembre 1970, dans une vallée glaciale près de Bergen, en Norvège, des randonneurs font une découverte macabre. 50 ans plus tard, cette affaire reste tout aussi mystérieuse. Le 29 novembre 1970, vers 13h15, sur les hauteurs de Bergen en Norvège, l'hiver s'installe doucement. Ce matin-là, la vallée d'Isdalen est enveloppée d'une brume froide. La pluie fine s'accroche aux pierres, rendant le sol glissant sous chaque pas. Un homme s'aventure hors des sentiers battus, accompagné de ses 2 jeunes filles. La balade les mène dans une zone escarpée, loin des sentiers habituels. Ici, on l'appelle la vallée de la mort. Un nom qui résonne comme un avertissement car les accidents y sont nombreux. Certains randonneurs n'en reviennent jamais. Alors qu'ils progressent, quelque chose les arrête. Une odeur, âcre, persistante, celle de chair brûlée. Intrigués, ils quittent leur trajectoire et s'enfoncent dans les rochers. Ce qu'ils découvrent au creux d'une clairière isolée dépasse sans doute tout ce qu'ils auraient pu imaginer. À terre gît un corps, brûlé au point d'être méconnaissable. Les bras sont repliés vers l'avant dans une posture rigide que certains décriront plus tard comme la position du boxeur ou de l'escrimeur. C'est un réflexe typique d'un corps face aux flammes. Tout autour, des objets sont éparpillés, mais rien ne semble avoir été laissé au hasard. Ce que l'homme et ses fillettes ont ressenti à cet instant précis, nul ne le sait vraiment. Mais on imagine sans peine que cette vision les a marqués à jamais. En revanche, ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'ils ont prévenu la police sans attendre. Leur découverte marque le début de l'un des plus grands mystères de Norvège. Peu après, les enquêteurs de Bergen pénètrent à leur tour dans la vallée d'Isdalen. Devant eux, le corps calciné repose encore, figé dans cette posture étrange. Mais ce sont surtout les objets autour d'elle qui les interpellent. Des fragments de vêtements, un parapluie, 2 bouteilles en plastique fondu sentant le pétrole, une demi-bouteille d'alcool local, Kloster Liqueur, un étui en plastique presque totalement détruit, ou encore une cuillère en argent. La police remarque aussi que toutes les étiquettes des vêtements de la victime ont été retirées et que les marquages des bouteilles en plastique ont été soigneusement grattés, ainsi que le monogramme de la cuillère. Une enquête pour homicide est rapidement ouverte. Lors de l'autopsie, on découvre des traces de nombreuses pilules de Gardénal, un puissant somnifère, retrouvées dans son tube digestif. Les analyses montrent qu'elles ont été ingérées à des moments distincts, ce qui suggère une prise volontaire et contrôlée. Les conclusions de l'autopsie indiquent que la cause probable de la mort réside dans une combinaison de barbiturique et de monoxyde de carbone, bien que les brûlures aient pu aussi jouer un rôle dans le décès. Chose encore plus troublante, l'état du corps. Seule la face avant est brûlée, tandis que le dessous, ainsi que les alentours immédiats, restent intacts. Cette étrangeté suggère que le corps a pu être déplacé après le début de l'incendie, comme si une mise en scène avait été soigneusement orchestrée. Sous le corps, une petite quantité de pétrole est retrouvée, indiquant le moyen utilisé pour provoquer l'incendie. De plus, une ecchymose est observée au niveau du cou, laissant penser qu'un coup violent pourrait avoir précipité la tragédie. Alors, l'inconnue d'Isdal a-t-elle été victime d'une mise en scène macabre, ou a-t-elle voulu simplement mettre fin à ses jours ? 3 jours après la découverte du corps, les autorités découvrent 2 valises appartenant à la victime retrouvées à la gare de Bergen. Parmi les objets récupérés se trouvent une perruque, plusieurs paires de lunettes de soleil, des cuillères en argent semblables à celles retrouvées près du corps, ainsi qu'une ordonnance sur laquelle la date et le nom du médecin ont été effacés. De plus, 2 bouteilles de cosmétiques ont été retrouvées, dont les noms ont été soigneusement grattés. En fouillant davantage, les enquêteurs découvrent 500 Deutschmark et 130 couronnes norvégiennes cachées dans la doublure de la valise. Des empreintes digitales, les mêmes que celles du corps, sont aussi identifiées sur des lunettes. Enfin, la valise renferme également un étrange bloc-notes, dont l'une des pages est couverte de séries de codes cryptés. Après avoir réussi à déchiffrer ces chiffres et lettres, la police parvient à reconstituer la liste des voyages effectués par l'inconnu à travers toute l'Europe, ainsi que ses étapes en Norvège, jusqu'à son ultime et tragique périple. Peu après, les enquêteurs remontent la piste d'un sac trouvé dans la valise provenant d'un magasin de chaussures à Stavanger. Le fils du propriétaire se souvient bien de la cliente qui avait acheté des bottes en caoutchouc bleu, identiques à celles retrouvées près du corps.
Il la décrit comme étant de taille moyenne, avec des cheveux longs et bruns, un visage rond et une silhouette courbe légère, portant des vêtements au style italien. Le jeune homme parle d'une apparence plutôt provocante, un portrait robot est alors élaboré. Les policiers découvrent qu'elle a utilisé plusieurs alias au cours de ses voyages à travers l'Europe, notamment à Paris, où elle se faisait appeler Vera Schlossneck. La victime semblait voyager seule et changeait fréquemment d'apparence, notamment en portant des perruques. L'inconnue se présentait comme une vendeuse itinérante ou antiquaire et remplissait systématiquement des formulaires d'hôtel avec des informations erronées prétendant venir de Belgique tout en parlant couramment l'allemand. De plus, elle demandait des chambres sans balcon ni vis-à-vis. Plusieurs témoins rapportent qu'elle parlait couramment plusieurs langues, dont l'anglais, l'allemand, le français et le néerlandais. Un avis de recherche international est alors diffusé, détaillant l'apparence de la victime. Âgée d'environ 25 à 30 ans, avec des cheveux bruns, de taille moyenne et une dentition marquée par des réparations dont des couronnes en or, ce qui est caractéristique de traitements dentaires pratiqués en Extrême-Orient, en Europe centrale ou en Amérique du Sud. Les derniers moments de la victime restent mystérieux, alimentant l'énigme de cette disparition. Le 23 novembre 1970, elle quitte la chambre 407 de l'hôtel Orda EM, après avoir réglé sa note en espèces. Elle monte ensuite dans un taxi, mais c'est la dernière fois qu'elle est vue en vie. Le personnel de l'hôtel l'a décrit comme une femme d'apparence âgée de 30 à 40 ans, de taille moyenne, avec des hanches larges, de petits yeux et un visage agréable. Bien qu'elle soit restée principalement dans sa chambre, elle semblait constamment sur ses gardes, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Le trajet en taxi est un point clé du mystère. Le chauffeur qui l'a conduite vers la gare n'a jamais été retrouvé, et on ignore comment elle a ensuite atteint l'endroit isolé où son corps a été découvert. Des témoignages de randonneurs ont été rapportés, mais ils demeurent flous et peu précis. Toutefois, en 1991, un chauffeur de taxi anonyme a révélé une information surprenante. Après avoir pris la victime à l'hôtel, un autre homme les aurait rejoints avant qu'ils n'atteignent la gare, ajoutant encore plus d'incertitude à cette affaire. Ces derniers instants enveloppés de mystère font partie des nombreuses questions sans réponse dans l'enquête sur l'inconnu d'Isdal. Après des années d'enquête, l'identité de l'inconnu d'Isdal et les circonstances de sa mort restent un mystère. Plusieurs théories ont vu le jour, mais aucune n'a permis de lever le voile sur ce drame. La théorie de l'espionne. Une des théories les plus souvent avancées est celle de l'espionnage, alors que nous sommes en pleine guerre froide. Plusieurs éléments ont alimenté cette hypothèse. Tout d'abord, la victime possédait 9 faux passeports et plusieurs identités, ce qui peut laisser supposer qu'elle évoluait dans un environnement très organisé et professionnel. Ces déplacements, souvent dans des régions stratégiques, ont également renforcé cette théorie. En effet, les dossiers déclassifiés de la défense nationale norvégienne ont révélé que plusieurs de ces voyages coïncidaient avec des essais militaires, notamment ceux des missiles Penguin menés par la Norvège à l'époque. Mais ce n'est pas tout. Un pêcheur qui s'est trouvé près de Stavanger a affirmé avoir vu une femme correspondant à la description de l'inconnu, observant des mouvements militaires. Ce témoignage a renforcé l'idée qu'elle pourrait avoir été impliquée dans des missions secrètes liées à l'espionnage. Aussi, son aptitude à parler plusieurs langues dont l'allemand, le français et l'anglais suggère qu'elle pourrait avoir eu des liens avec des cercles diplomatiques ou militaires internationaux. Malgré l'absence de preuves concrètes, les experts considèrent ces éléments comme troublants, et même si aucune confirmation définitive n'a été apportée, cette théorie demeure l'une des plus fascinantes et plausibles sur l'identité de l'inconnu d'Isdal. La théorie du crime organisé. D'autres enquêteurs ont envisagé qu'elle aurait pu être impliquée dans le crime organisé. Cette hypothèse se base sur les mêmes indices de déplacement sous de faux noms et d'un mode de vie discret. Des témoignages ont suggéré qu'elle fréquentait des hôtels et des lieux qui étaient souvent associés à des réseaux criminels. Mais là où la théorie trouve ses limites, c'est qu'aucune preuve tangible n'a permis de lier la victime à un gang ou à des activités criminelles spécifiques. La théorie du meurtre personnel. Une autre piste évoque un meurtre prémédité lié à des affaires personnelles ou des relations compliquées. Le fait qu'elle ait changé fréquemment d'apparence, utilisant des perruques et différents styles vestimentaires, pourrait indiquer qu'elle fuyait quelqu'un. Les traces de violence sur son corps comme l'ecchymose sur son cou et les signes de brûlure localisés ont été interprétés comme le résultat d'un affrontement. Mais là encore, aucun suspect n'a jamais été identifié et la véritable nature des relations de la victime reste floue. La théorie d'une fin volontaire.
Certains éléments ont aussi mené à la théorie d'un passage à l'acte volontaire. La présence de barbiturique dans son corps laisse penser à une tentative de mise à mort volontaire. Mais des détails comme la manière dont elle a été brûlée et les indices de déplacement avant sa mort rendent cette hypothèse moins probable. En effet, il est difficile de croire qu'une personne qui souhaite mettre fin à ses jours aurait pris autant de précautions pour disparaître et dissimuler son identité. Pourtant, les autorités norvégiennes ont conclu à cette hypothèse. L'inconnu d'Isdal a été enterré dans une tombe anonyme le 5 février 1971 au cimetière de Mollendal à Bergen, après une cérémonie catholique. Cette affaire, qui a rapidement attiré l'attention des médias norvégiens, demeure un sujet qui fascine encore aujourd'hui. Des journalistes qui ont cherché à reprendre l'enquête ont souvent souligné que de nombreuses pistes n'avaient pas été exploitées à l'époque. En 2002, 32 ans après, un témoignage capital a été révélé. Un homme de 26 ans, lors d'une randonnée le 24 novembre 1970, soit 5 jours avant la découverte du corps, avait croisé une femme qu'il a décrite comme ayant l'air étrangère, son visage marqué par une peur évidente. Bien qu'élégamment vêtue, elle était trop légèrement habillée pour une excursion en montagne. Lorsqu'ils se sont croisés, la femme a semblé vouloir parler, mais elle ne l'a finalement pas fait, visiblement inquiète de la présence de 2 hommes en noir qui la suivaient. Après avoir été interrogé par la police, il a reconnu l'inconnu sur le portrait robot. Cependant, il affirme qu'un policier lui aurait dit « Oubliez-la, elle a été tuée, ce n'est pas une affaire qui sera résolue ». En 2019, un autre rebondissement majeur survient dans l'enquête grâce à un témoin clé, celui d'un habitant de Forbach, en Moselle. Ce dernier affirme, dans le Républicain Lorrain, avoir vu l'inconnu d'Isdal dans la région quelques jours avant sa mort. À l'époque, il avait 22 ans. Elle disait en avoir 26 ou 27. J'ai rencontré une femme dans un bar de la cité minière à l'été 1970. On s'est vu 2-3 semaines. Elle disait être de passage, une touriste qui logeait chez des amis. C'est elle qui me disait où et à quelle heure on se voyait. Elle avait un accent des Balkans. Cette femme, dont j'ai malheureusement oublié le nom, parlait plusieurs langues. Son allemand était presque parfait, son français plus scolaire. Ce témoignage relance les spéculations sur un lien possible entre la victime et la France ou la Belgique. Des analyses ADN ont été réalisées sur les restes de la victime, mais elles n'ont pas permis de déterminer son origine géographique exacte. Cependant, des études récentes suggèrent qu'elle aurait eu la quarantaine au moment de sa mort. Elle aurait donc menti sur son âge et qu'elle aurait grandi en France ou en Belgique en raison de son écriture. Mais malgré ce nouveau développement, aucune piste solide n'a permis de confirmer cette connexion. Le mystère autour de son identité, une fois de plus, reste entier. Malgré toutes les théories, l'enquête n'a jamais permis de percer ce mystère. Les avancées en matière de génétique et d'ADN ont permis quelques nouvelles tentatives d'identification, mais aucune n'a abouti. Depuis 1995, le crime, s'il y en a eu un, est désormais prescrit par la justice norvégienne. Alors, qui était vraiment cette femme mystérieuse ? Une espionne sous couverture, victime d'un règlement de compte ? Ou était-elle simplement au mauvais endroit, au mauvais moment ? Des années après, le mystère reste entier. Aucun proche ne s'est manifesté. Et à ce jour, personne ne sait ce qui s'est réellement passé dans la vallée d'Isdalen.